Je vais commencer par remercier donc les orateurs qui ont précédé, qui nous ont permis de savoir comment d'abord faire le diagnostic, parce que c'est le diagnostic précis qui va être à l'origine d'une prise en charge adaptée. Voilà, donc les déficits immunitaires primitifs, actuellement c'est plus de 500 maladies qui sont bien étiquetées sur le plan génétique. Ça veut dire que le nombre de maladies, il faut multiplier 500 par 2 ou 3. Et chaque année, on découvre de nouvelles maladies. Donc, c'est une mutation du gène qui code pour des protéines qui interviennent dans le système immunitaire et par conséquent, en fonction du gène qui est imité, en fonction de type de DIP, on va avoir un tableau clinique différent et bien sûr une prise en charge différente. De l'intérêt donc de cette présentation qui va nous permettre de parler essentiellement des bases de la prise en charge de ces pathologies. Le traitement, elle peut être symptomatique et parfois même curatif avec bien sûr la greffe de moelle osseuse qui a démarré en 1968 et même depuis 2000 la thérapie génique qui permet carrément de traiter de façon radicale quelques malades. Alors, tout au long de cette présentation, je vais essayer de vous parler des différents bases de la prise en charge, notamment des traitements généraux. Je vais parler de la perfusion d'immunoglobulines. Je vais parler de la reconstitution du système immunitaire, de la thérapie génique et aussi d'autres traitements symptomatiques en fonction des signes cliniques que peut présenter le malade. Alors, les traitements généraux, je commence d'abord par le fait de faire attention à l'hygiène, faire attention à la contamination de ces enfants par des personnes qui sont malades, notamment quelqu'un qui présente une virose respiratoire, il va guérir au bout de 48 heures, mais il contamine un petit qui a un déficit immunitaire combiné sévère, celui-là, il va faire une atteinte respiratoire difficile à traiter, qui peut même être à l'origine du décès de ce petit. Et aussi pour la varicelle, pour les malades qui ont un problème cellulaire. Les patients qui ont un déficit immunitaire combiné sévère ou combiné, dans l'attente de la greffe de moelle osseuse, doivent être mis dans une bulle en attendant la greffe de moelle. Et dans cette bulle, il est possible d'avoir une croissance tout à fait normale. L'exemple que je donne ici, c'est l'enfant David en 1971 qui est mis dans une bulle dans l'attente d'avoir un donneur HLA identique pour faire une greffe de moelle. Donc, sous la projection du monde entier, on voit ici Jacqueline Kennedy qui a pris une photo avec cet enfant. Malheureusement, il est décédé à l'âge de 12 ans après une greffe de moelle qui n'a pas réussi. Je vais parler aussi de l'importance de faire attention à la transfusion des produits sanguins dans le déficit immunitaire primitif, essentiellement chez les malades qui ont soit un déficit immunitaire combiné sévère ou un déficit immunitaire combiné. Si on leur donne du sang normal où il y a des lymphocytes, il risque de faire un GVH. Donc, c'est du sang qui doit être irradié, déleucocyté, phénotypé, sinon on risque d'avoir des complications de la transfusion sanguine. J'insiste aussi sur le fait que ces malades-là, on doit faire attention au traitement des infections. C'est pas un malade chez qui on peut dire à la maman, s'il y a de la fièvre, il faut attendre 24 heures, 48 heures pour qu'elle consulte. Ce sont des malades qui risquent de se compliquer rapidement. Et on dit toujours, le type d'infection oriente vers le type de DIP, et le type de DIP nous oriente vers, si vous voulez, le micro-organisme qui peut donner cette infection. Et par conséquent, on doit avoir, en fonction de type de DIP, un traitement, si vous voulez, qu'on peut commencer dans l'attente d'avoir une confirmation microbiologique. Et il ne faut pas aussi oublier le fait que un malade, par exemple, qui a une agammaglobulinémie, soit c'est un problème d'agama avec BA0 ou un déficit combiné, chez qui aussi on a des hypogamma des agamas,
Le fait de donner seulement l'antibiothérapie, on ne fait pas une perfusion d'immunoglobuline, on risque de perdre 6 malades. Donc, c'est vraiment une perfusion qui est urgente en plus de l'antibiothérapie à large spectre. Ces diapositives nous montrent en fonction du type de DIP la possibilité des infections qu'on peut voir. Un déficit en anticorps, on vient de voir avec Madame El-Bakouri, c'est essentiellement les germes à multiplication extracellulaire, c'est des infections ORL ou respiratoires, notamment le pneumocoque, l'hémophilus, le pseudomonas. Un problème donc de lymphocytes T, des symptômes combinés sévères ou combinés, c'est essentiellement les germes opportunistes, notamment l'infection à CMV, pneumocystis jirovecii, les infections à candida, le problème de phagocytes et la granulomatoseptique chronique dans laquelle on a la bactéricide que nous s'occupe pas. Ce sont des enfants qui font essentiellement des infections à piogènes, notamment le staphylocoque, le piocyannique, le serratia et surtout l'aspergillus. Il n'y a pas un multiple qui va donner l'aspergillus. Je peux vous dire, la granulomatoseptique chronique au premier plan est presque 60% de ces malades pour faire, si vous voulez, une infection aspergillaire une fois dans leur vie, s'ils n'ont pas mis, bien sûr, ce prophylaxie par l'itraconazole. Donc, si on a un malade qui a une granulomatoseptique chronique et qui a un abcès pulmonaire, une pneumopathie, attention à l'aspergillose. Alors, ces diapositives montrent ce cas clinique. C'est un nourrisson âgé de 3 mois, hospitalisé en réanimation pour suite atteinte bilatérale, 2 pommeaux blancs. Alors, en réanimation pédiatrique, qu'est-ce qu'on a fait pour ce nourrisson? On l'a mis sur vancomycine, sur triaxone, sans quinolone, sans aucune amélioration, toujours dépendant de l'oxygène. Il avait une lymphopénie à 500. Il suffit tout simplement de démarrer trimotoprim, sulfamethoxazole à forte dose pour traiter son nourrisson. Il allait mourir si on n'avait pas fait le diagnostic d'un déficit immunitaire combiné sévère avec la pneumopathie interstitielle orientant vers une infection à pneumocystis jirovecii ou à CMV. Donc, il est traité par cycloviral et par Bactrim forte dose avec une très bonne évolution. Par la suite, il est parti en Italie, il a fait sa greffe de moelle et il va très bien maintenant. Alors, le traitement prophylactique. Le traitement prophylactique, c'est essentiellement en fonction de type de DIP. Il peut s'agir d'un antibiotique, il peut s'agir d'un antifongique ou bien carrément d'un traitement antiviral, notamment dans les herpès récidivants, le cycloviral. Et je présente ce tableau. En fonction de type de DIP, un déficit en anticorps ou un déficit combiné, on va donner le trimotoprim à la dose de 25 mg par kilo par jour, 1 jour sur 2. Si on a une granulomatoseptique chronique, c'est tous les jours cet antibiotique, en plus de l'itraconazole pour ne pas avoir des infections à aspergillus. Un malade qui a déjà une dilatation de branche, on peut donner comme prophylaxie l'azithromycine, qui a un effet antibactérien et aussi anti-inflammatoire. La dose, c'est 5 mg par kilo, 3 jours par semaine, sans dépasser 250 mg par jour. La candidose, qui est une mycose chronique avec la susceptibilité à faire essentiellement les infections à candida, les malades qui font des candidoses à répétition persistante, ils peuvent être mis sous fluconazole, 3 mg par kilo par jour. Et les asplénies, on peut les traiter par la PNG à la dose de 50 000 unités internationales si le poids dépasse 10 kg. 100 000 unités internationales, c'est le poids est moins de 10 kg sans dépasser 2 millions par jour. Alors, je passe maintenant à la vaccination. Bien sûr, c'est en fonction de type de DIP qu'on propose soit d'éviter certains vaccins, soit parfois de recommander des vaccins. Alors, un problème d'anticorps ou de lymphocytes, il ne faut pas donner bien sûr les vaccins vivants. On peut même préconiser certains vaccins, notamment chez les malades qui ont des déficits humoraux, notamment les vaccins anti-pneumocoques. Et il faut savoir aussi que l'efficacité de ce vaccin peut poser problème. Un malade qui a une gamma-globulinémie, même s'il est vacciné, on peut ne pas avoir, si vous voulez, une réponse. Alors, pour les différents compléments, il n'y a pas de contre-indication. Par conséquent, il faut les protéger contre les infections à méningo par une vaccination anti-méningo. Le problème de la phagocytose et la granulomatose septique chronique, ils peuvent
si vous voulez être vacciné contre les vaccins viraux, il n'y a pas de problème. Les bactériens, non. Le vaccin contre le BCG peut donner des BCG parfois sévères chez les malades qui ont une granulomatose septique chronique liée à l'X. Et il faut insister sur le fait, surtout pour la vaccination, il faut vacciner l'entourage contre la grippe, contre la varicelle, pour éviter de contaminer ces enfants qui ont un déficit immunitaire. Alors, pour la perfusion en immunoglobuline, soit qu'on a les immunoglobulines intraveineux, donc c'est les plus utilisés, ou par la voie sous-cutanée. La différence, c'est quoi? Intraveineux, c'est toutes les 3 à 4 semaines, et les sous-cutanés, c'est la même dose par mois qui est divisée par 4, 25% de la dose, chaque semaine. Les indications, c'est bien sûr le déficit en anticorps, les déficits immunitaires combinés avant ou après la greffe de moelle. Parfois, il y a des malades qui sont greffés qui peuvent garder un défaut d'anticorps. Et pour les autres déficits immunitaires, notamment le Viscotaldrach, le DiGeorge, le syndrome périgeux, c'est en fonction de la clinique, c'est en fonction du taux des IgG et c'est en fonction aussi de la réponse de ces infections sous prophylaxie par trimethoprim, sulfaméthoxazole, qu'on peut proposer à la perfusion d'immunoglobulines. Donc, on a dit pour le déficit d'anticorps, il est bénéfique, cette perfusion est bénéfique dans les gamma, dans le sanitaire commun variable, dans le syndrome PRIGM, probable efficacité essentiellement dans le déficit J2 et J3, aucune efficacité, voire même dangereux, c'est on perfuse un malade qui a un déficit et aussi dans le déficit en IgG4, il n'y a aucune indication à donner les immunoglobulines. Donc, comment on fait? C'est toutes les 3 à 4 semaines. On commence le plus souvent par une dose de charge. Si vous avez un malade qui a IgG à 0, cette dose de charge peut même arriver à 1 gramme par kilo. Si vous avez un malade qui a un déficit immunitaire commun variable avec IgG à 3 grammes, on peut donner une dose de charge, par exemple, de 0,7. Ça dépend donc du type de DIP et du taux des IgG. Si on a un malade qui a des dilatations de branches, on a besoin d'IgG résiduels qui sont, si vous voulez, qui dépassent 8 grammes pour améliorer ces malades. Si on a un malade qui a un déficit immunitaire comme un variable, mais asymptomatique sur le plan infectieux, il fait surtout de l'auto-immunité ou parfois de lymphoprolifération, la supplémentation en immunoglobuline est indiquée, c'est le taux est moins de 3,5. Donc, vous voyez très bien que l'indication, la posologie, tout ça, ça dépend du type de DIP et ça dépend du taux d'IgG. Les effets secondaires, ils sont vraiment minimes, ça ne dépasse pas 6%. Ils sont sous forme de fébricules, de céphalées, de myalgie parfois, et ces effets secondaires, ils sont proportionnels au début de la perfusion. Donc, il faut vraiment respecter le début de la perfusion d'immunoglobulines pour éviter à ces malades de faire des effets secondaires. Parce qu'un malade qui est perfusé, s'il fait des frissons de la fièvre, on est obligé d'arrêter la perfusion et c'est pas bien pour lui. Donc, respectez le débit pour ne pas arriver à avoir les effets secondaires. Alors, la phase sous-cutanée, c'est une fois par semaine. Et l'intérêt de la phase sous-cutanée par rapport à la voie intraveineuse, c'est que c'est une fois par semaine et par conséquent, on va avoir un taux d'IgG qui est stable pendant tout le mois. Par contre, la perfusion d'immunoglobulines, une fois, si vous voulez, l'intraveineuse, à la fin du mois, on peut avoir une diminution du taux d'IgG et le malade il peut nous rapporter que lorsque la prochaine perfusion s'approche, il va avoir parfois des infections. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode poche, il y a la méthode par... voilà, poche, ça veut dire c'est manuel. C'est le malade qui va faire, si vous voulez, l'injection, et l'autre en utilisant une pompe. Et je vais dire aussi un mot sur le traitement par les immunoglobulines à la maison, qui va faciliter, si vous voulez, le traitement de ces malades pour ne pas être tout le temps à l'hôpital, soit la forme intraveineuse, soit la forme sous-cutanée. Bien sûr, après 6 mois à l'hôpital, chez des malades qui n'ont pas d'effets secondaires, et un adulte à côté pour la surveillance. L'efficacité, normalement, ils sont efficaces dans les gamma avec BA0. Les malades qui ont un déficit comme un variable, le PRIGM, étant donné que le tableau clinique, c'est pas seulement l'infection, c'est aussi de l'auto-immunité et de l'inflammation.
on peut avoir des malades qui restent symptomatiques et parfois on aura besoin d'autres traitements, notamment les immunosuppresseurs pour améliorer ces malades. Alors, je passe maintenant au traitement qui va faire une reconstitution du système immunitaire, notamment la greffe de moelle, la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui est indiquée dans les définitions combinées sévères, combiner le HLH, la granulomatoseptique chronique, les formes liées à l'X qui sont très symptomatiques, et lorsque le malade garde des symptômes malgré la prophylaxie, et la greffe de moelle, il est bien sûr de bons pronostics avec meilleurs résultats lorsqu'on a un HLA identique dans la fratrie, lorsqu'il s'agit d'un déficit immunitaire combiné sévère, lorsque la greffe est faite avant l'âge de 3 mois, avant que le malade ait d'infection, avant qu'il arrive au stade de dénutrition, de malnutrition sévère et d'infection opportuniste, la réussite de cette greffe, elle dépasse parfois 97% lorsque, si vous voulez, ces critères sont observés chez le malade. Alors, il y a transplantation de thymus qui est indiquée dans le syndrome de Digeorge. C'est un fragment de thymus qu'on prend normalement lors de la chirurgie cardiaque et qu'on greffe au niveau des deltoïdes. La réussite, c'est 70%. Il y a aussi un risque d'avoir des complications comme l'auto-immunité. Alors, la thérapie génique. Alors, la première maladie dans laquelle on a fait la thérapie génique, c'est déficit immunitaire primitive et c'est le déficit immunitaire combiné sévère. C'est à Paris par Alain Fischer, c'était en 2000. Et par la suite, il y a des malades qui ont eu des complications comme des leucémies. On a changé le vecteur, donc le virus. Et c'est en 2009 qu'on a conclu au fait que la confirmation, si vous voulez, de l'efficacité de la thérapie génique pour le traitement des déficits immunitaires combinés sévères. Il y a aussi des travaux qui sont faits, des essais cliniques dans la granulomatoseptique chronique et dans d'autres déficits immunitaires primitifs. Donc voilà, donc on prend donc les CD34 du malade, on va mettre, si vous voulez, l'ADN à un vecteur qui est un virus, et après on va faire une transfusion, si vous voulez, de ces cellules au malade et il est guéri. Alors, autre traitement, il y a certaines substitutions enzymatiques, notamment POG-ADA, c'est dans le déficit immunitaire combiné sévère avec déficit en ADA. On donne cette enzyme qui coûte très cher, on est dans l'attente d'avoir, si vous voulez, un traitement radical par la greffe de moelle osseuse. Dans la neutropénie congénitale sévère, ce sont des petits nourrissons qui sont traités par le facteur de croissance des granulocytes. Donc, mais il ne faut pas traiter tous les malades parce qu'il y a un risque d'avoir des complications comme la myélodysplasie ou la leucémie. Et lorsqu'on a besoin de taux qui sont très élevés, il vaut mieux faire une greffe de moelle chez ces malades. D'autres traitements, les immunosuppresseurs, notamment la corticothérapie, parfois dans les anémies auto-immunes, parfois les antilymphocytes B pour traiter les anémies qui sont, si vous voulez, cytopénie réfractaires, la cyclosporine de l'HLH, sérolumus essentiellement dans l'ALPS. Parfois, on a besoin d'autres traitements dans les complications pulmonaires d'origine, si vous voulez, granulomatose inflammatoire, compliquant essentiellement les immunitaires communs variables. Dernièrement, l'abatacept, donc c'est vraiment une biothérapie qui a donné de bons résultats dans les déficits en LRBA et en CTL4. Alors, en conclusion, il est très important d'insister sur la prise en charge de ces malades qui passent avant tout par un bon diagnostic, par, si vous voulez, des sociétés, des associations qui vont permettre à ces malades d'avoir des traitements qui ne sont pas parfois disponibles. On a vu la présentation de Indo, donc les malades, l'évolution est le plus souvent fatale en absence d'une bonne prise en charge, en absence de disponibilité d'immunoglobuline, en absence de développement de la greffe de moelle osseuse. Donc voilà, c'est tous ces traitements-là qui vont permettre de sauver ces malades et d'améliorer leur qualité de vie. Et je vous remercie.